Imagine la scène un instant. Tu es dans ta cuisine. Il est 19 heures et elle entre avec ce regard. Tu sais de quel regard je parle. Cette expression qui te serre la poitrine avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Pas parce qu'elle va crier. Non, crier serait miséricordieux. Crier serait honnête. Au lieu de ça, elle soupire. Cette petite expiration déçue qui en dit plus que 1000 mots. Et à ce moment-là, tu te sens rapetissé, devenir moins que ce que tu étais il y a 5 secondes. Et voici la partie la plus tordue, celle qui te fera tout remettre en question. Elle pense qu'elle est raisonnable. Elle pense qu'elle est la personne mature, la patiente, celle qui maintient tout à flot, pendant que toi, pauvre toi, si inadéquat, tu n'arrives tout simplement à rien faire de bien. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai mis 37 ans à comprendre. Quelque chose que je n'ai pas appris dans les livres ou les séminaires, mais en regardant ma propre âme se faire démanteler méthodiquement, pièce par pièce. Une femme n'a pas besoin d'élever la voix pour détruire un homme. Elle n'a pas besoin de jeter des assiettes ou de claquer des portes. Tout ce dont elle a besoin, c'est de cette combinaison spéciale de déception et de sentiment que tout lui est dû, qui transforme un homme adulte en un petit garçon essayant désespérément d'obtenir l'approbation de sa mère. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on les laisse faire, on le supplie presque. Parce que quelque part, au fond de notre programmation, on nous a appris que le bonheur d'une femme est notre responsabilité, que son état émotionnel est notre bulletin de notes, que si elle n'est pas satisfaite, nous avons échoué en tant qu'hommes. Je me souviens, il y a 3 ans, j'étais assis dans mon appartement, complètement seul pour la première fois en une décennie, et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident, mais ne l'était pas. Chaque décision que j'avais prise au cours des 10 dernières années, absolument chacune, du travail que j'ai accepté, à la chemise que je portais, en passant par ce que je mangeais au petit déjeuner, avait été filtrée à travers le prisme de « qu'est-ce qu'elle va penser ?» Pas « qu'est-ce que je veux ?» Pas « qu'est-ce qui est le mieux pour moi ?» Pas « qu'est-ce qui est logique ?» Mais « qu'est-ce qui la rendra heureuse ?» Qu'est-ce qui évitera ce regard? Qu'est-ce qui empêchera ce soupir? Qu'est-ce qui sera enfin assez? Tu veux connaître la réponse? Rien. Rien n'est jamais assez pour quelqu'un qui ne te voit pas comme un partenaire, mais comme un projet, pas comme un être humain, mais comme un fournisseur de services, pas comme un homme, mais comme une déception en puissance. Tu vois, il y a ce beau mensonge qu'on nous a tous vendu. Ce conte de fées qui dit « si tu aimes assez fort, si tu te sacrifies assez, si tu fournis assez, elle finira par voir ta valeur, elle finira par t'apprécier. Elle se transformera enfin en cette créature douce et aimante que tu pensais épouser. » Mais voici ce qui se passe réellement. Et écoute attentivement, car cela t'épargnera des années d'agonie. Plus tu donnes, moins elle te respecte. Plus tu te sacrifies, plus elle en attend. Plus tu essayes de lui plaire, plus elle est dégoûtée par ta faiblesse. Ce n'est pas un bug dans le système, c'est une fonctionnalité. C'est ainsi que tout le système est conçu pour fonctionner. Laisse-moi te peindre un tableau de la façon dont cette destruction se produit. Et sois attentif, car tu le vis probablement en ce moment même sans t'en rendre compte. Ça commence par la dévalorisation, l'art subtil de faire paraître tout ce que tu fais comme insignifiant, attendu, le strict minimum. Tu travailles 50, 60, 70 heures par semaine. Eh bien, c'est ce que les hommes sont censés faire. Tu répares des choses dans la maison, c'est la base pour un adulte. Tu passes du temps avec les enfants, félicitations, tu fais ce que tout père devrait faire. Tu veux une médaille? Tu as préparé un bon dîner. D'autres maris organisent des vacances aux Maldives. Tu lui as acheté des fleurs. Elles sont de la mauvaise couleur ou elles sont jolies, mais tu ne l'as fait que parce que tu te sens coupable de quelque chose. Regarde à quelle vitesse la gratitude disparaît de la relation. À quand remonte la dernière fois qu'elle t'a sincèrement remercié pour quelque chose? Pas ce merci désinvolte jeté par-dessus son épaule, mais une véritable appréciation sincère pour ce que tu fais, pour qui tu es, pour le poids que tu portes. Tu sais pourquoi elle ne te remercie pas? Parce que dans son esprit, tu ne lui rends pas service. Tu remplis des obligations.
Tu satisfais les exigences minimales de ta description de poste en tant que son homme, et personne ne remercie son employé de venir travailler. Mais malheur à toi si tu ne la remercies pas pour chaque petite chose qu'elle fait. Elle prépare le dîner, tu ferais mieux d'agir comme si elle était Philippe Etchebest. Elle fait la lessive, c'est un acte héroïque d'abnégation. Elle s'occupe des enfants que vous avez tous les deux décidé d'avoir. C'est une sainte, une martyre, Wonder Woman en personne. Et si tu oublies de reconnaître ses contributions, si tu ne vénères pas suffisamment à l'autel de ses efforts, tu es un salaud ingrat qui n'apprécie pas tout ce qu'elle fait pour cette famille. La deuxième arme de son arsenal, et celle-ci est particulièrement vicieuse, est le contrôle déguisé en sollicitude. Où étais-tu? Avec qui étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas répondu immédiatement? J'ai vu que tu étais en ligne à 23h47, mais tu n'as répondu à mon message qu'à 23h52. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces 5 minutes? Elle présentera cela comme de l'attention pour toi, le désir de connaître ta journée, de s'intéresser à ta vie. Mais ce qu'elle fait vraiment, c'est mettre un traceur GPS sur ton âme, s'assurant que tu saches que chaque instant de ton existence est soumis à son approbation et à son inspection. Et c'est là que ça devient vraiment malsain. Plus tu te plies à cette surveillance, plus tu essaies d'être transparent et de répondre à son besoin de contrôle, plus elle te méprise pour cela. Parce qu'au fond, elle ne veut pas d'un homme qu'elle peut contrôler. Elle veut un homme qu'elle ne peut pas contrôler, mais qui choisit d'être avec elle malgré tout. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. Elle doit tester, doit pousser, doit voir jusqu'où tu toléreras. Et chaque fois que tu le tolères, chaque fois que tu lui donnes ton téléphone sans protester, chaque fois que tu expliques où tu étais et avec qui, comme un adolescent faisant son rapport à ses parents, une petite partie de son attirance pour toi meurt. Cet état de surveillance constant crée ce que j'appelle une paralysie préventive. Tu arrêtes de faire des choses non pas parce qu'elles sont mal, mais parce que les expliquer sera épuisant. Tu ne vas pas boire une bière avec ton ami parce que l'interrogatoire qui s'ensuit n'en vaut pas la peine. Tu ne prends pas cet itinéraire différent pour rentrer chez toi parce qu'elle se demandera pourquoi ton trajet a duré 10 minutes de plus. Tu ne t'inscris pas à cette salle de sport parce qu'elle pensera que tu essaies d'impressionner quelqu'un. Lentement, méthodiquement, ton monde se rétrécit jusqu'à ce que le seul espace sûr soit juste à côté d'elle, faisant exactement ce qu'elle attend, étant exactement celui qu'elle veut que tu sois, c'est-à-dire personne du tout. Maintenant, parlons des conflits. La guerre quotidienne qu'elle jurera détester, mais qu'elle ne peut s'empêcher de créer. Chaque conversation devient un champ de mine. Chaque interaction, une dispute potentielle. Chaque différence d'opinion, une crise relationnelle. Mais voici ce que tu dois comprendre à propos de ces conflits. Ils ne concernent pas la vaisselle ou la façon dont tu as chargé le lave-vaisselle ou le fait que tu as oublié d'acheter du lait. Ils concernent le pouvoir. Ils visent à s'assurer que tu connais ta place. Ils visent à te maintenir dans un état constant d'anxiété défensive où tu as toujours tort, tu t'excuses toujours, tu essaies toujours de réparer les choses. Elle a maîtrisé l'art de ce que j'appelle le terrorisme émotionnel. Elle sait exactement sur quel bouton appuyer pour te faire réagir, pour te faire élever la voix, afin qu'elle puisse jouer la victime, pour te faire partir, afin qu'elle puisse t'accuser de ne pas t'en soucier. Pour te faire engager la conversation afin qu'elle puisse t'épuiser avec des arguments circulaires qui n'ont aucune résolution, parce que la résolution n'a jamais été le but. Le but était de te vider, d'épuiser tes ressources émotionnelles, de s'assurer que tu n'aies plus assez d'énergie pour réaliser ce qui t'arrive. Et quand tu es complètement vidé, quand tu fonctionnes à vide sur le plan émotionnel, c'est là qu'elle te frappe avec les attentes. Tu devrais être plus romantique, tu devrais gagner plus d'argent, tu devrais être plus bricoleur à la maison, tu devrais être plus impliqué avec les enfants, mais aussi lui donner plus d'espace. Tu devrais être plus agressif au lit, mais aussi plus sensible à ses besoins. Tu devrais être un pourvoyeur, mais aussi disponible émotionnellement. Tu devrais être fort, mais aussi vulnérable. Tu devrais être fort, mais aussi complètement dévoué à elle. Tu devrais être tout pour tout le monde à tout moment.
Et quand tu échoues inévitablement, parce que ces exigences sont littéralement impossibles à satisfaire simultanément, elle peut à nouveau être déçue de toi. Voici une vérité qui fera mal, mais qui pourrait sauver ta santé mentale. Elle crée des problèmes parce que ton attention au problème est la seule attention qu'elle sait comment traiter. Elle ne sait pas comment exister dans la paix, dans l'harmonie, dans le simple contentement. Elle a besoin de drame comme une plante a besoin d'eau. Elle a besoin de conflits comme les poumons ont besoin d'air. Parce que sans cela, elle doit faire face à la terrible réalité qu'elle ne sait pas vraiment qui elle est ou ce qu'elle veut. Elle sait seulement qu'elle n'est pas heureuse. Et comme t'es l'homme dans sa vie, ce doit être de ta faute. J'ai vu ça arriver à mon frère Pierre pendant 15 ans. Il a commencé comme ce gars confiant, il avait sa propre entreprise, des centres d'intérêt, des amis, une vie. 15 ans plus tard, il demande la permission à sa femme pour acheter un café sur le chemin du travail. Il explique pourquoi il a besoin de nouvelles chaussures de sécurité comme s'il défendait une thèse. Il a refusé 3 promotions parce qu'elle a dit que cela signifierait trop de temps loin de la maison. Mais quand il est à la maison, elle se plaint qu'il est toujours dans ses pattes. Il ne le voit même pas. Il pense que c'est normal. Il pense que c'est ça le mariage. Il pense que c'est de l'amour. Mais voici ce qui brise vraiment un homme. Ce qui le réduit vraiment à néant. Ce n'est pas le contrôle, les conflits ou les critiques. Ce sont les objectifs qui changent constamment, les standards impossibles, le fait que le succès est littéralement impossible, parce que le jeu est truqué. Aujourd'hui, elle veut que tu sois plus disponible émotionnellement. Alors tu t'ouvres, tu partages tes peurs, tes rêves, tes insécurités. Demain, elle est dégoûtée par ta faiblesse. Elle ne peut pas être attirée par un homme qui pleure, qui a des doutes, qui a besoin d'être rassuré. Alors, tu t'endurcis, tu deviens stoïque, tu gères tes problèmes toi-même. Maintenant, tu es émotionnellement distant, tu es froid. Tu ne partages rien avec elle. C'est comme vivre avec un étranger. Tu ne peux littéralement pas gagner parce que gagner ne fait pas partie du plan. Le plan est de te maintenir perpétuellement en déséquilibre, essayant constamment de comprendre ce qu'elle veut, échouant constamment, essayant toujours plus fort. C'est comme être dans un casino où la maison gagne toujours, sauf que tu ne peux pas partir et que tu as parié toute ta vie sur un jeu que tu ne comprends pas et que tu ne peux absolument pas gagner. Laisse-moi te parler du moment où je me suis réveillé, vraiment réveillé, à ce qui se passait. Je venais d'obtenir une promotion, la plus grande réussite professionnelle de ma vie, quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant 5 ans. Je suis rentré à la maison, excité de partager la nouvelle. Et tu sais ce qu'elle a dit? Je suppose que ça veut dire que tu seras encore moins à la maison maintenant. Pas de félicitations, pas de fierté, pas de joie pour mon succès. Juste la traduction immédiate de la façon dont cela l'impacterait négativement. Et à ce moment-là, quelque chose a fait tilt. J'ai réalisé qu'aucune réussite ne serait jamais célébrée. Aucun succès ne serait jamais suffisant. Aucune quantité de preuves de ma valeur ne la ferait jamais me voir comme autre chose qu'un fournisseur de services décevant qui échouait constamment à répondre à ses attentes non déclarées et en constante évolution. La partie vraiment insidieuse est la façon dont elle présentera tout cela comme ton échec à être un vrai homme. Un vrai homme saurait ce qu'elle veut sans qu'on le lui dise. Un vrai homme ne serait pas dérangé par ses humeurs. Un vrai homme fournirait tout ce dont elle a besoin sans avoir besoin de rien lui-même. Un vrai homme serait reconnaissant de l'opportunité de la servir. Elle ne te détruit pas. Tu vois, elle est juste déçue que tu ne sois pas à la hauteur de ton potentiel. Et n'est-ce pas une chance qu'elle soit là pour te rappeler constamment toutes les façons dont tu échoues? Et c'est là que ça devient vraiment sombre. Après des années de cela, tu commences à y croire. Tu commences à penser que peut-être tu es vraiment inadéquat. Peut-être que tu as vraiment de la chance qu'elle te tolère. Peut-être que tu devrais vraiment être reconnaissant qu'elle ne t'ait pas quitté pour quelqu'un de mieux. Tout ton sens de toi-même se déforme autour de son insatisfaction.
Tu perds la trace de qui tu étais avant que sa déception constante ne devienne la bande-son de ta vie. Tu oublies que tu avais autrefois confiance, fierté, un sens de ta propre valeur qui ne dépendait pas du fait qu'elle passe une bonne journée ou non. La chambre à coucher devient un autre champ de bataille, un autre endroit où tu ne peux absolument pas gagner. Quand tu prends l'initiative, tu es un animal obsédé par le sexe qui ne pense qu'à une chose. Quand tu ne prends pas l'initiative, tu n'es plus attiré par elle, tu dois la tromper. Tu dois être gai. Quelque chose doit clocher chez toi. Le sexe lui-même devient une évaluation de performance, où tu es constamment noté et constamment jugé insuffisant. Trop rapide, trop lent, trop brutal, trop doux, trop prévisible, trop bizarre. Et malheur à toi si tu as un moment de dysfonctionnement, car cela devient une crise relationnelle qui nécessite des discussions et des réassurances sans fin. Mais pas trop de réassurances, car alors tu es en demande. Elle instrumentalise ses émotions tout en te refusant le droit d'en avoir. Son mauvaise journée au travail signifie que toute la maisonnée doit marcher sur des œufs. Ta mauvaise journée au travail signifie que tu dois te comporter en homme et ne pas ramener de négativité à la maison. Son stress est valide et nécessite du soutien. Ton stress est auto-créé et tu dois mieux le gérer. Ses larmes sont des expressions authentiques de douleur. Tes larmes sont de la manipulation ou de la faiblesse. Sa colère est justifiée. Ta colère est de la violence. Et à travers tout cela, elle maintient le récit qu'elle est celle qui souffre. C'est elle qui a tout sacrifié. C'est elle qui mérite mieux. Elle a abandonné ses rêves pour toi, même si tu ne le lui as jamais demandé. Elle aurait pu avoir n'importe qui, mais elle t'a choisi. Et regarde comment tu la rembourses. Elle fait tout pour cette famille pendant que tu vas juste travailler, comme si aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille était une sorte de vacances, comme si la pression d'être le pourvoyeur était un privilège plutôt qu'un fardeau. L'isolement est stratégique. Tes amis deviennent des problèmes. Ce copain que tu connais depuis le lycée, il a une mauvaise influence. Ton frère, il ne l'a jamais aimé de toute façon. Tes parents, ils sont trop impliqués dans votre vie. Un par un, ton réseau de soutien est éliminé jusqu'à ce qu'elle soit la seule voix dans ta tête, la seule perspective que tu entends, le seul juge de ta valeur. Et une fois que tu es complètement isolé, une fois que tu n'as nulle part où te tourner pour vérifier la réalité, c'est là que la vraie destruction commence. Elle réécrira l'histoire pour faire de toi le méchant de chaque récit. Cette fois où tu as oublié votre anniversaire devient la preuve de ton mépris total pour la relation. Cette dispute que vous avez eue il y a 3 ans devient la preuve de tes tendances abusives. Chaque erreur que tu as jamais commise est cataloguée et classée pour être ressortie chaque fois qu'elle a besoin de te rappeler pourquoi tu as de la chance qu'elle reste avec toi. Pendant ce temps, ces erreurs n'étaient que des réactions à tes échecs. Ces cruautés n'étaient que des réponses à tes insuffisances. Ces trahisons étaient simplement ce à quoi tu l'as poussé. Maintenant, voici le clou du spectacle, la chose qui va vraiment te retourner le cerveau. Occasionnellement, juste assez souvent pour te garder accroché, elle sera douce. Elle sera la femme dont tu es tombé amoureux. Elle sera douce, aimante et reconnaissante et tu penseras « ça y est, on a tourné la page, les choses vont être différentes maintenant ». Mais ça ne dure jamais parce que cette douceur n'est pas un vrai changement. C'est juste un renforcement intermittent, l'outil psychologique le plus puissant pour créer l'addiction et la dépendance. Ces moments de douceur sont calculés pour te garder dans l'espoir, pour que tu continues d'essayer, pour que tu continues de croire que, si tu trouves la bonne combinaison, tu pourras la rendre heureuse tout le temps. Mais tu ne peux pas, parce que son malheur ne vient pas de toi. Il n'a jamais été question de toi. Son malheur vient d'elle, de blessures qu'elle portait bien avant de te rencontrer, de besoins qu'aucun être humain ne pourrait jamais satisfaire, d'un vide qu'aucune quantité de tes sacrifices ne pourrait jamais combler. Tu n'es pas son partenaire. Tu es son animal de soutien émotionnel, tu es son punching ball, tu es son excuse pour expliquer pourquoi sa vie n'est pas ce qu'elle pensait qu'elle serait. Et tant que tu resteras dans ce rôle, tant que tu accepteras ce traitement, elle continuera à te détruire.
non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que tu la laisses faire, parce que tu as accepté d'être détruit. La solution, et cela va paraître trop simple, mais c'est la vérité, est d'arrêter de participer à ta propre destruction. Arrête d'essayer de la rendre heureuse. Ce n'est pas ton travail, et c'est littéralement impossible. Arrête de te justifier. Tu ne lui dois pas un compte-rendu de chaque minute de ta journée. Arrête de t'excuser d'exister, d'avoir des besoins, d'être humain. Arrête de demander la permission de vivre ta propre vie. Arrête de traiter sa déception comme une crise que tu dois résoudre. Je sais ce que tu penses, mais si je fais ça, elle partira. Et peut-être qu'elle le fera. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Que perdrais-tu exactement? Une femme qui ne te respecte pas? Une femme qui te voit comme une déception constante? Une femme qui broie lentement ton âme en poussière? Ce n'est pas une perte, c'est une libération, c'est récupérer ta vie. C'est te souvenir de qui tu étais avant de devenir un personnage secondaire dans son drame. La vérité, et c'est ce que j'ai mis trop de temps à comprendre, c'est qu'une femme qui t'aime vraiment ne veut pas te détruire. Elle veut construire avec toi, grandir avec toi, affronter la vie avec toi en tant que partenaire, pas en tant que superviseur, critique ou juge. Elle veut te voir réussir, célèbre tes victoires, te soutient dans tes échecs. Elle ne compte pas les points, ne garde pas de rancune, n'utilise pas tes vulnérabilités comme des armes. Elle ajoute à ta vie au lieu d'en soustraire constamment. Si tu es avec une femme qui te fait te sentir plus petit, plus faible, moins que ce que tu es, elle ne t'aime pas. Elle a peut-être besoin de toi, et peut-être dépendante de toi, et peut-être terrifiée d'être seule. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour ne diminue pas, l'amour amplifie. L'amour n'épuise pas, l'amour dynamise. L'amour ne crée pas d'anxiété, l'amour crée la paix. Si ce que tu vis ne ressemble pas à ça, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose, quelque chose de toxique, quelque chose qui finira par consumer tout ce qu'il y a de bon en toi si tu le laisses faire. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Pense à la dernière fois où tu t'es senti vraiment heureux, vraiment détendu, vraiment toi-même. Était-elle là? Ou étais-tu seul, avec des amis, ou n'importe où sauf avec elle? Si les moments les plus heureux de ta vie sont ceux où elle est absente, qu'est-ce que cela te dit sur ce qu'elle apporte à ta vie? Si tu te sens plus léger quand elle est partie, et plus lourd quand elle revient, qu'est-ce que cela dit du poids qu'elle place sur ton âme? Tu n'as qu'une vie, une seule chance dans cette existence, et tu la passes à te faire dissoudre lentement par quelqu'un qui te voit comme une combinaison de distributeur de billets et de concierge émotionnel. Tu la passes à t'excuser pour qui tu es, à te rétrécir pour entrer dans sa définition étroite de ce qui est acceptable, mourant un peu plus chaque jour pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise dans son dysfonctionnement. Est-ce vraiment comme ça que tu veux passer les 10, 20, 30 prochaines années? Est-ce l'héritage que tu veux laisser? Est-ce l'exemple que tu veux donner à tes enfants? Parce que voici ce que tes enfants apprennent en regardant cette dynamique. Tes fils apprennent que les hommes existent pour servir les émotions des femmes, que leurs besoins n'ont pas d'importance, que l'amour signifie accepter le manque de respect. Tes filles apprennent qu'elles peuvent traiter les hommes comme elles le veulent, que leurs sentiments sont plus importants que ceux de n'importe qui d'autre, qu'elles méritent d'être servies simplement parce qu'elles existent. Tu ne te détruis pas seulement toi-même. Tu enseignes à la prochaine génération que cette destruction est normale, acceptable, ce à quoi ressemble l'amour. La sortie est plus simple que tu ne le penses, mais plus difficile que tu ne peux l'imaginer. Tu dois être prêt à être vu comme le méchant, car lorsque tu cesseras de participer au dysfonctionnement, elle te dépeindra comme égoïste, cruel, abandonnant. Tu dois être prêt à la décevoir, car sa déception te contrôle depuis des années. Et se libérer signifie ne plus s'en soucier. Tu dois être prêt à être seul, car être seul est infiniment mieux qu'être avec quelqu'un qui te fait te sentir seul. Commence petit. Dis non à quelque chose, n'importe quoi, sans te justifier ou t'expliquer. Sors de la maison sans demander la permission ou fournir un itinéraire détaillé. Aie une opinion différente de la sienne et tiens-y, même quand elle essaie de te faire changer d'avis. Regarde comment elle réagit.
Regarde comment elle intensifie la situation. Regarde comment elle sort tous les outils de sa boîte à outils de manipulation pour te remettre dans le rang. Et puis regarde comment, si tu ne cèdes pas, si tu ne t'effondres pas, si tu ne retournes pas à être son serviteur obéissant, elle devra soit te respecter, soit révéler sa vraie nature. Certaines femmes, face à un homme qui ne se laissera pas détruire, deviendront en fait de meilleurs partenaires. Elles réaliseront que le drame et le contrôle ne fonctionnaient pas, ne les rendaient pas heureuses non plus, et elles s'ajusteront. Mais beaucoup ne le feront pas. Beaucoup iront jusqu'à ce que la relation devienne intenable. Et ce n'est pas grave, car une relation où tu dois accepter d'être détruit pour la maintenir n'est pas une relation qui vaut la peine d'être sauvée. La chose la plus importante à comprendre est qu'il ne s'agit pas de devenir une sorte de tyran ou de mal la traiter. Il s'agit d'avoir des limites, d'avoir du respect pour soi, d'avoir une vie qui existe indépendamment de son approbation. Il s'agit d'être une personne entière au lieu d'un personnage secondaire. Il s'agit de se souvenir que tu comptes, tes besoins comptent, ton bonheur compte. Et quiconque essaie de te convaincre du contraire ne mérite pas une place dans ta vie. Écoute, je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que tu as probablement investi des années, peut-être des décennies dans cette relation. Je sais qu'il y a probablement des enfants impliqués, des biens partagés, toute une vie construite autour de ce dysfonctionnement. Mais rester dans une situation qui te détruit n'est pas noble. Ce n'est pas être un bon père ou un homme bien. C'est enseigner à tout le monde autour de toi qu'il est acceptable de te traiter comme une ordure. Et finalement, tu commenceras à croire que tu le mérites. Tu ne le mérites pas. Tu mérites une partenaire qui te voit, t'apprécie, te soutient, t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu peux faire pour elle. Tu mérites la paix dans ta propre maison, la détente dans ton propre lit, la liberté d'être toi-même sans critique ni jugement constant. Tu mérites une femme qui ajoute à ta vie au lieu d'en soustraire constamment. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à la laisser te détruire pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'une coquille vide qui agit machinalement. Ou tu peux arrêter de participer à ta propre destruction. Reprendre ta vie et soit transformer ta relation, soit trouver quelqu'un qui veut réellement être avec toi, pas seulement avec ce que tu peux fournir. Dans tous les cas, la première étape est de reconnaître ce qui se passe, d'admettre que ce n'est pas de l'amour, que ce n'est pas normal. Et que ce n'est pas ce que tu dois accepter. Ton futur toi dépend de la décision que tu prends maintenant. L'homme que tu pourrais être, la vie que tu pourrais avoir, la paix que tu pourrais connaître, tout cela attend de l'autre côté de ta volonté d'arrêter d'être détruit. N'attends pas un autre jour, un autre mois, une autre année. N'attends pas qu'il ne reste plus rien de toi à sauver. Le moment est venu. Le choix t'appartient. Et ta vie, ta vraie vie, pas cette demi-existence que tu as acceptée, attend que tu te choisisses pour une fois. Salut à tous! J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, ça me ferait très plaisir de vous lire. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire que je viens de vous raconter? Est-ce qu'elle vous a plu, vous a ému ou vous a fait réfléchir? Vos avis sont très importants pour moi. Où que vous soyez dans le monde, j'espère de tout cœur que vous êtes en paix et en sécurité. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous souhaite, à vous et à vos proches, tout le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et enfin, si vous aussi vous avez une histoire particulière, une anecdote touchante ou une expérience incroyable à partager, n'hésitez surtout pas à l'écrire en commentaire. Cet espace est le vôtre et nous avons tous hâte de découvrir vos récits.